Coup de tonnerre à Ouagadougou. La grande mosquée du mouvement sunnite a été fermée. Abdoul Niang sort du silence et livre un message qui fait déjà débat. Les autorités burkinabées ont ordonné la fermeture immédiate de la grande mosquée du mouvement sunnite de Ouagadougou. Cette décision radicale fait suite à l'arrestation de l'imam Mohamed Isaac Kindo, figure de proue et président des oulémas sunnites du pays. Une arrestation qui a immédiatement provoqué des remous et des risques majeurs de manifestations dans la ville. Si pour certains, cette mesure est un coup porté à une figure religieuse majeure, pour de nombreux observateurs, elle est une réponse nécessaire face à un discours jugé radical et incompatible avec les impératifs de la révolution progressiste populaire. Il faut relever que la fermeture de la mosquée sunnite n'est pas à sa première fois. Dans l'histoire du Burkina Faso, cette mosquée a été fermée par 2 fois par les autorités de notre pays. On a assisté à des manifestations suite à l'arrestation d'un prélat, un imam de cette confession religieuse sunnite. Tout en déplorant justement tout ce qui s'est passé, il faut dire que l'autorité est dans son droit de travailler à la sécurité de la cité et bien sûr par perspicacité de prévenir tout risque justement d'escalade. Sur le terrain, les forces de sécurité sont massivement déployées aux abords de l'édifice pour prévenir tout débordement. La fermeture de ce lieu de culte emblématique témoigne de la fermeté du pouvoir. La liberté de culte ne saurait, selon les autorités, servir de paravent à des prêches jugés séditieux. Le manifeste de la Révolution progressiste populaire, à notre sens, est le livre sacré du Burkina Faso. Et dans ce manifeste, justement à sa partie 6, au chapitre 6, il est consacré justement que l'État burkinabé est un État laïque. Et un État laïque, dans le sens du Burkina Faso, c'est que toutes les confessions religieuses peuvent justement se pratiquer dans la liberté, dans la cohésion, sans échauffourée entre confessions religieuses, sans dénigrement, sans invectives, sans insultes entre confessions religieuses, et aussi qu'au Burkina Faso, l'État sera regardant de façon égalitaire à toute dérive liée à cela. Alors que les portes de la grande mosquée sunnite restent closes jusqu'à nouvel ordre, le gouvernement semble déterminé à ne laisser aucune place à la contestation religieuse dans un contexte où l'unité nationale est érigée en priorité absolue. Pour les autorités, la révolution doit se poursuivre et cela passe par une surveillance accrue de tous les foyers de discours jugés contraires à la stabilité de l'État. Les commerçants, ce sont les commerçants qui ont commencé à importer l'idéologie. Les commerçants, les opérateurs économiques, les leaders spirituels qu'on a amenés en Arabie Saoudite pour faire une formation. Et également, après leur formation, on a financé des mosquées pour eux, à Bamako, au Mali, au Burkina, au Niger, un peu partout. Alors, ces acteurs religieux, idéologiquement préparés par l'Arabie Saoudite, sont venus s'installer dans nos pays. On a construit des mosquées pour eux, on leur a donné des fonds de commerce, certains sont devenus des commerçants, d'autres des opérateurs économiques, d'autres des mécaniciens, d'autres des maçons. Donc ils sont devenus des acteurs économiques. Ils ont ouvert des madrasas, des centres de mémorisation du Coran, des universités et plus tard des centres de santé pour participer aux actions caritatives. Voilà l'embryon du phénomène qu'on est en train de combattre aujourd'hui. Alors, c'est à partir de là qu'ils vont essayer de devenir une composante démographique importante. C'est multiplié dans le pays. Il ne suffit pas seulement de convertir les gens et les autres, d'aller vers les musulmans et les ramener vers l'idéologie de l'Arabie Saoudite, mais ils ont commencé aussi à financer les jeunes pour qu'ils puissent épouser des femmes, les aider à avoir un petit métier, se développer. Donc plus les jeunes se marient, plus ils font des enfants, plus ils se multiplient. Donc, une décennie, 2 décennies plus tard, vous allez trouver qu'ils commencent à devenir une composante avec le prosélytisme et aussi le taux de natalité dans leur cercle. Ils commencent à devenir une portion importante de la population. Voilà comment le phénomène a commencé à se développer. L'idéologie, quand
quand elle s'installe comme ça dans le pays, au début, elle va collaborer avec les gens pacifiquement. Ils vont faire leurs prières, ils sont dans leur mosquée, ils sont dans leur centre d'apprentissage du Coran, et ils ne font pas de prêches violents, ils ne critiquent pas l'autorité, ils n'appellent pas au djihad, rien. Ils vont coexister pacifiquement, mais ils vont appliquer leurs normes à eux-mêmes et leur famille. C'est comme ça que le phénomène va commencer, au niveau micro, au sein d'eux-mêmes d'abord. Et donc l'idéologie va essayer de progresser. Plus ils deviennent importants en termes de nombre, plus le discours va commencer à changer de ton. Ils vont commencer par dire, bon, ça c'est haram. Ils vont essayer de voir nos cérémonies rituelles, de voir que ça c'est pas bon. Nos façons de prier, ils vont dire que ça c'est pas le bon islam. Il faut vraiment ajouter cela, ton islam. Tu es un musulman, mais il y a quelques défauts dans ton islam, il faut faire comme ça ne se fait pas comme ça. Et les cérémonies de mariage, de baptême, ils vont essayer de dire, bon, ça aussi, ça c'est haram, il faut pas faire ça. Ils vont même, plus ils deviennent importants en nombre, plus les discours montent. Finalement, ils vont essayer de dire que, bon, vraiment, s'ils savent qu'ils sont majoritaires, ou bien l'équilibre est là en termes de supériorité numérique, ils vont carrément commencer à revendiquer des droits. Ils vont commencer par dire, comment se fait-il que dans un pays où il y a tellement de musulmans, et les musulmans n'ont pas droit à ça, on n'a pas de temps d'antenne à la chaîne publique, on n'a pas de lieux de prière dans les institutions, on n'a pas de lieux de prière ici, l'école, les élèves vont en congé pendant les fêtes de Noël et de Pâques, mais pourquoi pas pour les fêtes musulmanes, il n'y a pas de congé. Les revendications comme ça vont commencer à surgir. Et là, ils vont essayer de créer des associations. Les femmes parmi eux vont créer leur association, mener leur combat, revendiquer les droits des femmes musulmanes. Elles vont peut-être dire que le discours victimaire, alors les femmes voilées sont stigmatisées, les femmes voilées n'ont pas droit à ça. Même dans les centres d'examen, il y en a qui vont refuser de se soumettre au contrôle d'identité. Et là, ça va être un prétexte pour dire que les femmes musulmanes sont victimes de stigmatisation dans le pays. Et là, le discours commence à monter progressivement et on vient sur le terrain politique. Vous allez constater que toutes les communications religieuses seront concentrées sur la gestion du pouvoir. Le pouvoir a pris telle décision, le pays ne va pas bien, il y a la corruption dans le pays et il y a des services de l'État qui sont spécifiquement ciblés. Ça, c'est la justice. Vous savez, dans nos pays, presque tout le monde est victime de l'abus de justice. Et là, ils vont, dans leur prêche, se mettre à dénoncer la corruption des juges. Ça plaît à la population parce que les gens, il y a tellement de victimes des magistrats que ce n'est pas possible. En dénonçant ces abus, les populations naïves applaudissent. Et là, le leader religieux et le prédicateur devient intouchable. Parce que quand on l'arrête, ça provoque un soulèvement. Les gens vont dire, parce qu'il est en train de soutenir, de dénoncer votre vol et votre corruption, que vous voulez le mettre en prison. Et la formule magique de la population, en français, est-ce que ce que le prédicateur religieux a dit, c'est vrai ou c'est faux? Venez nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Tout le monde sait que c'est vrai. Vous voyez tous comment ça fonctionne, la corruption. Vous allez applaudir comme ça, vous ne savez pas. Lui, en s'attaquant à la justice, ne dénonce pas la même chose que vous. La population dénonce plutôt, se plaint de l'injustice des magistrats, de l'abus de pouvoir des magistrats. Mais ce prédicateur extrémiste, en dénonçant les magistrats, ne fait pas allusion à ça. Il fait allusion à un verset coranique bien précis. Le verset 43, verset 44 de la sourate numéro 5. Ceux qui jugent
avec ce qui ne vient pas de Dieu sont des mécréants. Ça, c'est l'argument phare des organisations terroristes pour exiger l'État islamique. Toute personne qui juge en fonction de ce qui ne vient pas de Dieu est un mécréant. Voilà le message qu'il est en train de passer. Ben, les populations, dans leur naïveté, vont croire qu'il est en train de faire leur combat. Et les leaders religieux, voilà comment il monte en popularité et il devient un danger à tel point que l'autorité politique aura peur de s'assumer face à ces dérives. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Et passé ces stades, ils vont infiltrer les partis politiques. Ils vont même être candidats aux législatives parce que partout où l'islam politique s'implante, il agit sur 3 fronts. Le bras armé vient en dernière position. C'est le bras religieux qui agit d'abord pour conquérir les esprits et les cœurs des populations. Le bras politique, ce sont eux qui appliquent l'idéologie des frères musulmans. L'idéologie frériste, les gens pensent que c'est des phénomènes différents. Pas de différence. Ça, c'est un autre débat qui sort du cadre de la communication d'aujourd'hui. Donc, ceux qui participent à la politique, ils peuvent créer leur parti politique, ils peuvent être membres des partis politiques, ils deviennent en quelque sorte candidats aux élections législatives, communales et présidentielles même. Ça, c'est la politique de l'entrisme pour infiltrer les institutions. Donc, soit ils sont élus maires, députés ou présidents, ou bien ils sont élus députés et maires, mais ils ne trouvent pas la présidence et donc ils font l'alliance avec le parti présidentiel, ils deviennent ministres ou bien ils deviennent conseillers auprès du président, du premier ministre et des différents ministres du gouvernement, donc ils ont accès aux secrets de l'État. Voilà comment le phénomène fonctionne partout où il s'installe. Et quand les frères musulmans, c'est cette branche qui mène la politique, c'est cette branche qu'on appelle les frères musulmans. Vous allez les voir très actifs dans les associations, dans les partis politiques, dans les institutions de la République et d'autres endroits. Le côté religieux, et ils restent dans les mosquées. Souvent, il y en a qui sont dans les mosquées et ils ont un autre pied dans la politique. Donc, ils mélangent les deux. Ces gens-là, le dernier ressort, ça c'est la lutte armée. Le discours du religieux justifie l'action de celui qui a les armes. Le programme politique de celui qui est sur le terrain politique va dans le sens exact du programme politique prôné par l'acteur armé. C'est une conjugaison d'efforts. Donc parfois, les gens ne voient que celui qui est armé. Mais l'autre mène le front politique. Quand l'acteur armé subit des pressions de la part de l'État, l'acteur politique crée un front politique dans la capitale pour affaiblir le pouvoir, provoquer des manifestations et des soulèvements. Il est aidé en cela par le religieux dans les mosquées, qui dénonce les dérives du pouvoir, ça ne va pas, l'injustice, la corruption, la pauvreté, ça ne va pas. C'est une entreprise pour affaiblir le pouvoir et ils détruisent l'État de l'intérieur pour baisser la pression sur les bras armés de l'organisation. La fermeture de cette grande mosquée marque-t-elle un tournant au Burkina Faso? Donnez votre avis en commentaire et abonnez-vous à Afrique Autour pour ne rien manquer de l'actualité africaine.